bonjour à tous. Donc effectivement le courtage, alors on va pas parler que de courtage, mais plus généralement des différents modèles de distribution. Donc de manière générale, on voit que il y a des nouveaux modèles qui apparaissent, et puis surtout il y a une sorte de regain d'attractivité du courtage. On le voit notamment avec un ensemble de directions qui sont créées chez les gros assureurs pour dialoguer avec ces différents types d'intermédiaires. Donc c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Je vous propose de faire un petit tour de table pour commencer. Adina, si tu veux. Bonjour, je suis Adina Grigoriou, je suis fondatrice et présidente d'Active Asset Allocation. Alors Active Asset Allocation a vraiment deux métiers. Un métier d'allocataire d'actifs, donc ingénieur financier, qui représente quand même la moitié de notre activité et surtout notre grosse activité historique. Et puis un métier dans le digital. Et donc nous avons créé des outils et une plateforme technologique qui réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'épargne. Donc ça veut dire les assureurs, les sociétés de gestion et justement les réseaux de distribution. Voilà. Donc je pourrais vous en dire plus au cours de cet échange. Bonjour à tous, donc moi c'est Omar, je travaille chez Lovis, donc je suis responsable des produits d'assurance chez Lovis pour le particulier. Alors Lovis a été créé il y a 3 ans dans le but donc de revoir un peu le modèle de distribution des produits d'assurance pour les personnes comme vous et moi sur les produits auto, chien, chat, habitation, avec une idée un peu différente de travailler avec un multiple panel de compagnies d'assurance pour vraiment distribuer des produits d'assurance dans un modèle de courtage, mais vraiment axé vers le digital. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Antoine Poupard, je suis le fondateur et le président d'ATK, qui est une néo-assurance dédiée aux filières agricoles, qui intervient donc sur tout type d'acteurs de la filière agricole, mais on est vraiment un acteur sectoriel des filières agricoles et agroalimentaires. On intervient aussi bien sur des produits, on développe aussi bien des produits indemnitaires que paramétriques. On fait beaucoup de risques climatiques, mais pas que. Et donc la finalité de notre métier, c'est de préserver et de protéger les agriculteurs, leurs fournisseurs, leurs clients, pour à la fin protéger notre souveraineté alimentaire. Merci. Bonjour, donc, moi je m'appelle Ambroise Fargère. Je m'occupe de l'activité internationale et des fusions-acquisitions de Plus Simple. Donc Plus Simple, c'est un courtier d'assurance, aussi grossiste, on pourra en parler. Et notre mission, c'est de simplifier la vie des professionnels et petites entreprises qui ont des difficultés à s'assurer. Alors merci. Donc pour commencer les échanges, peut-être une première question, c'est comment vous avez interprété ce magnifique titre, Le monde du courtage en effervescence, puisqu'on voit que vous avez des secteurs d'activité assez différents les uns des autres, donc ça serait intéressant de partager qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Je ne sais pas qui veut se lancer. J'ai le micro, donc je peux me désigner. Le monde du courtage en effervescence, clairement, oui, il est en effervescence, mais je pense par construction, le monde du courtage est en effervescence, puisque c'est un écosystème qui est divers, qui est concurrentiel, qui est vivant, avec des entreprises qui naissent, qui grandissent et qui meurent ou qui se font racheter ou qui se font consolider. Donc forcément, oui, c'est en effervescence. Nous, on est un acteur dynamique de ce monde-là, puisqu'on est nous-mêmes courtiers et on innove et on lève des fonds et on se développe et on grossit. Mais on est nous-mêmes aussi témoins de cette effervescence, puisque nos clients sont à la fois les clients finaux, mais aussi les distributeurs, donc les courtiers. Et donc on les accompagne dans leur propre effervescence, on va dire. Ouais, moi, ça me faisait penser ce titre-là et la discussion qu'on a eue au fait que quand on regarde aussi les titres des différentes tables rondes, on a parlé de nouveaux entrants, néo-assurance tout à l'heure. Je me suis présenté comme une néo-assurance, mais je suis sur une table ronde du courtage et je pense que ça illustre aussi cette effervescence sur les modèles d'entreprise, les positionnements dans la chaîne de valeur qui sont de plus en plus fluctuants et diversifiés. Parce que derrière néo-assurance, il se cache pas mal de diversité. Nous, concrètement, on est un MJA.
comme beaucoup de nos collègues qui se disent des néo-assurances. Ça serait intéressant que tu rappelles ce que Ouais, c'est que MGA, donc MGA. ça veut rien dire, ça veut dire Managing General Agent, donc ça veut tout et rien dire. Mais en gros, on est des quasi-assureurs dans le sens où on fait tout le métier de l'assureur, sauf porter le risque sur notre bilan. Mais donc chez ATK, on construit nos propres produits qui ne sont pas sur étagère chez un de nos porteurs de risque, on les a construits from scratch. On les tarifie. Alors bien sûr, à chaque fois, les porteurs de risque valident, mais c'est nous qui faisons la première tarification avec nos actuaires. On les distribue. On a une délégation pour encaisser nous-mêmes les primes. Donc c'est nous qui encaissons les primes et qui les séquestrons. On gère les sinistres. On verse les indemnités. On gère la compliance sur le marché qui nous est réservé. Donc là, en l'occurrence, le marché français. Donc en gros, à part porter le risque, je fais tout le métier d'un assureur. Et après, mais même dans les MGA, il y a différents niveaux d'intégration. On a un niveau de délégation qui est extrêmement large avec notre principal porteur de risque, mais il y a aussi une diversité d'acteurs. Et donc on parlait de courtiers grossistes, maintenant de MGA, donc aussi une des effervescences du marché. Je pense que c'est ces nouveaux positionnements qui rebattent les cartes. Mais pour autant, ces nouveaux modèles, on leur place sur cette table ronde de courtage parce que c'est Jérôme Goy du cabinet d'avocats Antémis qui avait fait un article là-dessus et qui avait étudié une vingtaine de MGA et qui toutes ou quasi toutes opéraient en France avec des licences de courtage. Parce qu'il n'y a pas l'équivalent français de ce statut de MGA. J'avais posé la question en France. Donc contractuellement, on est plutôt dans une logique de droit anglo-saxon avec cette logique de MGA, des normes délégation qui est donnée à l'opérateur. Mais en droit français et en régulation française, je crois que toutes ou quasi toutes les MGA françaises opèrent avec des licences de courtage. Donc on fait partie de l'effervescence du marché du courtage. Alors, moi, ma vision, elle est totalement alignée avec la vôtre. On est également une néo-assurance, mais on a pris le lead d'être courtier et pas MGA, parce que quand on développe des nouveaux produits, notamment en assurance, être MGA requiert également beaucoup de compétences actuariales et comprendre un peu les enjeux que les porteurs de risque veulent faire. Nous, on a pris le lead, effectivement, de travailler avec plusieurs compagnies d'assurance qui ont une expérience, notamment sur ces produits-là qu'on veut distribuer, avec une vision un peu plus dans le monde du digital. Ce que disait tout à l'heure Jean, c'est qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance ont toutes développé des départements partenariats avec lesquels ils travaillent, avec les néo-assurances, avec tous ces courtiers-là spécifiquement pour distribuer leurs produits. Donc c'est un métier qui est en effervescence. Ces compagnies d'assurance ont compris qu'en fait, il y avait une autre façon de distribuer leurs produits, pas simplement, tout simplement en gardant la notion de portage de risque, mais de déléguer toute la distribution, la gestion de ces produits d'assurance. Et c'est pour ça que le monde en effervescence, le monde du courtage est en effervescence. Si on part juste au salon du courtage, il y avait je ne sais même pas combien de courtiers étaient là, présents sur différents panels de produits. Et on voit quand même qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'assurance, notamment moi je me place du point de vue B2C sur les métiers sur lesquels je distribue, il y a vraiment des acteurs historiques qui sont là depuis très longtemps, qui distribuent au travers d'un grand nombre de distributeurs. Et nous, ce qu'on essaie de faire un peu différemment, c'est qu'on essaie de challenger les assureurs sur le tarif. Avec bien sûr les moyens qu'on a, et c'est très difficile parce qu'ils ont des tarifs qui sont stabilisés, ils ne veulent pas bouger. Mais là, l'intérêt d'être un peu une néo-assurance, c'est qu'on est beaucoup plus agile, on peut aller beaucoup plus vite par rapport à ce qu'ils peuvent faire eux. Donc trouver des segments, des enjeux, des petites niches sur lesquelles en fait ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller plus vite, et on distribue ces produits-là pour être beaucoup plus à la page, et ils bénéficient de cette data. Et ça, c'est hyper important pour eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces assureurs, en fait, ils pompent un peu toute la data des courtiers, et en fait, grâce à ça, ils font leurs produits. Et en fait, on fait tout le taf pour eux. Voilà. Ça, on en reparlera. L'enjeu de la data, effectivement, c'est très important. Adina, tu veux compléter? Oui, alors pour ma part, je ne suis pas moi-même courtier, donc c'est vrai que j'ai une vision externe de la chose, et puis je suis vraiment concentrée sur le marché de l'épargne et de la retraite. Mais là aussi, le monde de la distribution est en complète ébullition, donc il y a plein de choses qui se passent en même temps. Ce que j'ai remarqué, c'est d'abord une course à la taille, c'est-à-dire que là, il y a des rachats dans tous les sens. Des petits qui rachètent d'autres petits, des gros qui rachètent plein de petits. Donc en matière de M&A, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez dû le voir aussi dans votre secteur. Donc ça c'est un point. Il y a une vraie course à l'innovation. Donc effectivement, comment se distinguer de ce que font déjà les distributeurs intégrés, par exemple, dans une compagnie d'assurance. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme service nouveau, etc. Il
Il y a ensuite une vraie recherche de digitalisation. Et là, notamment dans la relation avec le client. Alors vous êtes nés digitaux, donc vous n'avez pas cette problématique-là. Mais pour tous les autres, ils sont là en train de chercher des meilleures façons de s'adresser, notamment grâce au digital, à leurs clients pour mieux les servir, pour mieux répondre à leurs besoins, pour profiler le risque, pour expliquer aussi de manière visuelle ce qu'un tel ou tel produit financier, qui est quand même quelque chose d'un peu pas facile à comprendre, ce que ça peut avoir comme impact sur leurs finances, sur leur bien-être à la retraite, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Donc il se passe quand même un tas de choses qui me font dire effectivement que le marché est vraiment en ébullition, en effervescence. Merci. Effectivement, donc, on a vu ça aussi dans l'actualité l'année dernière avec les géants du courtage aussi qui se rapprochent ou qui se dérapprochent d'ailleurs. Et en discutant avec chacun d'entre vous, d'ailleurs c'était assez paradoxal parce qu'on voit qu'il y a plein de nouveaux modèles qui apparaissent, il y a cette ébullition que vous venez de décrire, et en même temps certains d'entre vous ont parlé de fin de cycle, quelque part la fin peut-être du courtage à la papa, si je puis m'exprimer ainsi. Donc est-ce que vous identifiez des modèles qui commencent à s'imposer, ou est-ce qu'il y a différentes manières d'intervenir dans la chaîne de l'assurance, soit en partenariat, soit en frontal avec d'autres acteurs plus historiques? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Je peux commencer, puis je laisserai compléter. Moi, ce que je vois, c'est encore une fois dans la relation client, il y a des choses qui sont devenues insupportables. Le fait par exemple, le vendeur d'une assurance vie de se pointer avec un tas comme ça de papiers à signer chez le client, ou alors d'essayer de lui faire lire et signer en face à son bureau, c'est devenu insupportable. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des choses incontournables comme la signature électronique, comme le fait de pouvoir faire toutes ces démarches en ligne, comme le fait de pouvoir, encore une fois, illustrer et faire du personnalisé en fait en temps réel par rapport aux besoins du client. Donc effectivement, tous ceux qui font différemment, je pense, peuvent encore y arriver pendant un moment, mais auront besoin de changer leur manière de faire et leur manière d'être. Alors, de manière globale, moi je pense qu'aujourd'hui on arrive à un moment un peu de rupture. Parce qu'il y a énormément de néo-assurances qui commencent à sortir un peu on va dire de terre, et ça prouve une chose, c'est que les gens, ces boîtes-là ont envie de changer un peu la façon dont, en fait, depuis le début, on s'assure, que ça soit sur des produits d'assurance vie ou même d'assurance habitation. L'idée de tout ça, c'est vraiment que toutes ces boîtes-là ont été créées pour régler un problème majeur, puisque ces compagnies d'assurance et même les courtiers historiques n'ont jamais mis, on va dire, l'assuré au cœur de la réflexion. Ils ont toujours été dans une optique de distribuer, vendre, et n'ont jamais vraiment fait attention à ce qu'un utilisateur ou un assuré de manière globale, on va dire, a comme problème. Est-ce que la problématique elle est dans la gestion de son sinistre? Est-ce qu'il ne comprend pas telle assurance? Est-ce qu'on a suffisamment vulgarisé les choses? Et est-ce qu'on a mis dans les réflexions suffisamment on va dire, de feedback de ces assurés pour comprendre comment aller plus loin? Et aujourd'hui, je le dis, la réalité elle est là, ces néo-assureurs, c'est ce qu'ils veulent faire et c'est ce qu'on essaye de faire. Mes concurrents Luco, Leoker, Achille, toutes ces boîtes-là, en fait, elles ont compris que le problème, c'est l'utilisateur et non pas l'assuré. L'assureur, c'est nécessaire, mais il faut quand même mettre au centre de la réflexion l'utilisateur. Et c'est là où en fait la vraie rupture est en train de se faire. C'est ma vision un peu des choses. Ouais, je vais compléter ce que dit Omar, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, dans l'ADN de base du courtage, c'est la proximité client, la capacité à mieux comprendre son client, être plus rapide, plus agile pour lui répondre, à lui simplifier la vie sur la vie de son contrat. Donc ça, c'est l'ADN de base. Maintenant, les ruptures qu'il y a et ce qui font que certains acteurs, quel que soit le nom qu'ils prennent des positions fortes, c'est qu'en plus, ils arrivent à remonter sur le fait d'avoir, ce que tu disais, Omar, dans le premier tour qu'on a fait, c'est avoir un impact sur la brique de l'assureur, donc sur son tarif, sur son produit. Et donc là, c'est là où les positions bougent, de courtiers, disons, traditionnels à d'autres modèles qui aujourd'hui émergent, c'est garder cet ADN de comprendre mieux le client que l'assureur historique, être plus rapide pour lui répondre, avoir un meilleur fit entre le produit et son besoin,
lui simplifier la vie par le digital, par la disponibilité, par le fait de faire du boulot à sa place sur l'administratif, et de remonter sur le fait d'être capable d'avoir un levier qui permet d'avoir un impact sur le produit et son tarif. Et donc, je pense qu'il y a différentes façons d'y arriver. Donc, soit on a des tailles critiques de courtiers qui leur permettent d'avoir ce rapport de force entre guillemets avec leurs porteurs de risque sur les produits, sur les tarifs. Pour des nouveaux entrants, comme nous, c'est le cas, on est arrivé avec zéro. Et c'est par une expertise sectorielle. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'on est vraiment des monoliners des filières agri-agro. Parce que là, on peut avoir une discussion avec des porteurs de risque en leur disant vous allez bien voir au bout de 2 minutes de discussion qu'on comprend mieux le besoin du client et qu'on connaît mieux le métier, qui en plus est un métier complexe, que vous. Et c'est ça qu'on veut valoriser avec vous dans une relation partenariale au service de notre business commun. Donc ça peut être par un choix d'expertise sectorielle et de rester focus sur l'expertise sectorielle. Ça peut être le choix de la taille, et j'imagine qu'il y a d'autres façons aussi d'avoir ce rapport de force, mais je pense que voilà, les modèles gagnants sont ceux qui arrivent à impacter le métier du porteur de risque tout en gardant son ADN de proximité client qui est l'ADN du courtier. Merci. Je voudrais revenir à la question initiale qui était est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle par rapport au métier de courtage à la papa? C'est une question qui est intéressante et qui pour nous plus simple est un peu au cœur de ce qu'on développe. Faut revenir un peu au fondamental du métier de courtier. Le fondamental du métier de courtier, pour moi, c'est constituer un portefeuille. C'est un métier de stock, donc les choses ne se font pas en un jour, ça prend des années. Je construis des relations avec mes clients, je crée de la récurrence, je crée de la proximité, comme tu le disais. Et au bout d'un certain temps, j'ai constitué un portefeuille qui est un actif qui me génère des revenus récurrents. Là où nous, on pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, c'est qu'aujourd'hui, en Europe en général et en France en particulier, sur les PME en général, mais sur les courtiers en particulier, on a une pyramide des âges qui est très élevée. L'âge moyen du courtier, qui est d'ailleurs une petite entreprise qui a quelques salariés, au grand maximum 2-3 salariés, c'est plus de 55 ans. Donc de fait, c'est quelqu'un qui se pose la question de son avenir face à des contraintes qui deviennent de plus en plus pressantes, d'investir dans la digitalisation, d'acquérir de nouvelles compétences et de se mettre à jour sur une conformité qui devient de plus en plus complexe à gérer. Donc peut-être que là, on est arrivé à la fin d'un cycle parce qu'on a face à nous une population de gens qui sont presque à la retraite, avec pas forcément les moyens ni de compétences ni financiers de passer une étape et de rentrer dans ces nouvelles façons de faire du courtage qui ont été décrites. Merci beaucoup. En vous écoutant, j'ai une question peut-être en contrepoint, c'est que il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se lancent, on le voit, avec cette volonté d'avoir une meilleure expérience client, de faire des produits plus adaptés, voilà, de couvrir le besoin de bout en bout. Mais un certain nombre d'entre eux n'y arrivent pas dans ces nouveaux acteurs. Qu'est-ce qui vous, selon vous, explique, voilà, quels sont les modèles pour vous qui ne marchent pas trop, ou quelles sont les raisons qui font que certains n'arrivent pas au bout, voilà, ont du mal à s'imposer sur le marché? Je commence du coup. Alors c'est un peu la question à 3 milliards parce que bon, l'assurance c'est un marché qui est gigantesque, donc c'est difficile de donner une réponse de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Peut-être en prenant des exemples sans citer de nom. Non, mais le marché, c'est des dizaines de niches, des dizaines de produits, voilà, des dizaines de méthodes de distribution et de vente. Donc, disons que, en tout cas, nous, on a des convictions sur notre secteur et notre segment, qui sont les assurances pour les professionnels, en particulier les assurances pour les professionnels qui ont du mal en général à s'assurer, donc pas entre guillemets les produits de commodité. La première conviction, c'est que nous, on préfère se focaliser sur des produits difficiles, difficiles à concevoir, difficiles à vendre, difficiles à gérer, parce qu'on considère que face à nous, on a des acteurs historiques qui, même si ils sont imparfaits et insatisfaisants, ils ont en fait tout à fait les moyens de se défendre par rapport aux nouveaux entrants. Donc être en direct face à un AXA, être en direct face à un Generali ou un Malakoff, même si on a les meilleures expériences clients du monde, on n'aura peut-être jamais les poches assez profondes pour gagner suffisamment de parts de marché et être vraiment pertinent. Donc notre première conviction, c'était vraiment de travailler sur des niches,
sur lesquels on peut vraiment amener une expertise et sur lesquels il y a peut-être moins de concurrence que sur des produits de commodité. Sur ces niches-là, d'assurance professionnelle, on considère que aller en direct sur le marché, ce n'est pas une bonne solution. C'est ce qui a conduit beaucoup d'insurtech à la faillite, ou parce qu'elles n'arrivaient plus à trouver les financements pour financer un modèle d'acquisition qui n'était pas rentable. Donc il y en a certains qui s'en sortent certainement, comme peut-être Lovis, voilà, mais il y en a aussi derrière qui ne s'en sont pas sortis. Et nous, on considère que cet actif qui a créé le courtier, la relation client, parfois les relations dans son écosystème, dans sa zone de chalandise, etc., c'est un actif qu'on ne peut pas racheter en faisant juste de la publicité online. Ou en tout cas, ça ne sera jamais aussi rentable ou efficace que cette patiente construction d'une relation client sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc ça, c'est vraiment le choix d'avoir un modèle intermédiaire. Et enfin, la dernière conviction, je dirais, c'est la conviction d'être un MGA et de ne plus être simplement un courtier pour comparer des offres, parce que ce ne sont pas des offres commoditisées, ce sont des offres de spécialité. Donc il y a une vraie valeur ajoutée à être acteur de la création du produit, être à l'écoute de ses clients et avoir un peu la liberté du stylo par rapport à sa compagnie d'assurance pour pouvoir écrire ses garanties, écrire ses documents et construire ses processus de vente et de gestion pour qu'on ait une meilleure expertise, une meilleure expérience client. Voilà. C'est un peu ça nos convictions sur notre marché. Ouais, bon, je suis assez aligné avec ça. Donc, juste en termes de complément, je rajouterais que un positionnement, surtout pour un nouvel entrant, ne peut pas être pérenne si on sacrifie son équilibre technique et de façon durable ou si on sacrifie sa marge et donc la profitabilité de ses commissions. Et donc on a, alors je ne suis pas non plus expert, je n'ai pas fait des post-mortem d'échecs dans le secteur, mais j'ai l'impression que certains nouveaux entrants qui galèrent ou qui ont carrément fermé boutique, c'est qu'ils sont rentrés avec un positionnement garanti ou prix qui était beaucoup trop agressif pour pérenniser leur S sur P et avoir une marge, des commissions qui soient profitables. Et là, on parle de courtage au sens très large, donc depuis le courtier traditionnel achat-revente jusqu'au MJA, mais dans tous les cas, on a des porteurs de risque qui ont le droit de vie ou de mort sur nous, à très brève échéance. Même sur des contrats pluriannuels, il suffit qu'ils nous passent des hausses de 50%, et de toute façon, l'année d'après, on est mort. Donc, il faut vraiment penser à nos porteurs de risque comme à des clients à part entière. Donc, c'est un modèle de plateforme, c'est un modèle économique de plateforme, ce qu'on fait tous ici. Et les porteurs de risque sont des clients qu'il faut traiter comme des clients. Il faut avoir la même attention portée à la proposition de valeur qu'on a pour eux. Et clairement, c'est l'équipe technique le sujet numéro 1. Et donc, voilà, des positionnements qui sont on rentre sur un marché par le prix. À mon avis, c'est une erreur stratégique. Et il y a quelques échecs qui le montrent. Donc, ne pas rentrer par le prix, même si ça pourrait être aussi dans l'ADN du courtage de dire nous, on fait du prix. Bah, pas forcément. On peut être un courtier reconnu en étant celui qui amène la meilleure offre, la meilleure expérience utilisateur, le meilleur support au quotidien, le meilleur conseil. Et ça marche. En tout cas, chez nous, nous, ça marche. Parce qu'en termes de positionnement prix, on est exactement market price par rapport à nos grands confrères qui sont des noms très connus de la place. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas sacrifier son S sur P et pas non plus dire que ces commissions sont une variable d'ajustement pour avoir un meilleur prix. Parce que ça, on est dans un, je ne sais pas si c'est un retournement ou pas, mais le sujet d'avoir des insurtech profitables va devenir quand même un sujet, je pense, à court terme. Et donc chercher à atteindre break-even, c'est quand même un sujet qui redevient important. Merci. Encore une fois, je vais me positionner simplement de notre point de vue. Là où il a totalement raison, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément suffisamment de recul pour dire qu'est-ce qui marche pas. Nous, on a des convictions aussi profondes, c'est que effectivement, on traite nos assureurs comme nos propres clients. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont côté technique, qui sont suffisamment capés pour challenger ces assureurs et discuter le même langage et comprendre également eux aussi c'est quoi leur problème. Et l'idée, c'est qu'on a deux segments. On a les clients et en même temps les assureurs. Et il faut savoir faire plaisir aux deux. Et ça, c'est le plus difficile. Et pour revenir à ce que tu disais sur le tarif, c'est extrêmement difficile parce que nous, on est dans un marché de B2C où on vend en direct, mais également au travers de plusieurs canaux, de partenariats, etc. Mais quand on vend en direct, on est quand même assujetti à cette problématique en France de « je veux le moins cher ». Et quand on a des acteurs de la place qui cassent complètement les prix, bah, du coup, on se retrouve un peu complètement lésé par rapport à ça. Et c'est là où finalement, on doit être suffisamment intelligent pour faire jouer d'autres leviers
autre que le prix. Et je suis totalement d'accord. L'expérience utilisateur, la gestion des sinistres, toute la partie interaction, le devoir de conseil, et c'est là où je pense que peut se faire la différence. Et toujours, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais suffisamment leverager la data qu'on récupère de ces différents profils, de ces différentes expériences, et de voir un peu les choses sur lesquelles on est bon, on n'est pas bon, et pour pouvoir prendre suffisamment de recul et itérer. Et ça, je pense que c'est, pour moi, c'est un ingrédient de la réussite, mais pas forcément le seul. Donc, voilà. Alors j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait qu'il ne faut pas rentrer par le prix. Je pense qu'il faut rajouter une chose à ça, il ne faut pas non plus rentrer les poches vides. Parce que le revenu se construit dans le temps. Et donc si je reviens à ce que je connais, qui est l'épargne et la retraite, j'ai vu autour de moi, dans ces 12 ans où je travaille dans le domaine, j'ai vu des distributeurs indépendants se lancer, avoir même de la traction, on va dire commerciale, journalistique, etc. Et pourtant, finir en mettant la clé sous la porte parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu suffisamment de revenus ni de financement pour y arriver. Donc le B2C est un marché très très complexe. Puis on l'a dit, on est dans des marchés réglementés dans lesquels il faut faire des gros investissements initiaux dans la tech, dans les hommes, etc. Donc arriver à gagner sa vie est assez complexe. Merci, je pense que c'est intéressant d'avoir cet autre angle. Ce qui m'a beaucoup plu aussi en discutant, en préparant cette table ronde avec vous, c'est que vous incarnez des buzzwords, mais dans le concret, quoi. Donc certains en parlent, vous le faites. Notamment, là, on a parlé de plateforme. Moi, j'aimerais bien que vous redisiez concrètement comment ça se passe sur chacun de vos modèles. Et puis aussi, j'ai entendu les mots assurance embarquée, assurance paramétrique. Voilà, donc vous le faites vraiment. Donc ce serait intéressant d'avoir un petit mot là-dessus. Alors je vais surtout parler de plateforme, parce que je ne peux pas parler d'assurance paramétrique. Donc encore une fois, pour parler de cet écosystème de l'épargne, en fait c'est un écosystème un peu compliqué, parce qu'il y a plusieurs types d'intervenants qui sont très très différents. Il y a bien sûr l'assureur, qui est le porteur du risque, on l'a dit. Ensuite, il y a la société de gestion qui, en matière de produits financiers, va faire en fait l'allocation d'actifs, etc. Donc la société de gestion ou l'allocataire. Et ensuite, il y a le distributeur qui, lui, va être chargé de vendre ses produits plus ou moins complexes avec des informations qui vont devoir lui venir ou de l'assureur pour partie ou de l'asset manager pour l'autre partie. Et tout ça dans une espèce de manque de transparence complète, notamment par rapport aux frais. Puisque les produits d'assurance vie sont plutôt assez margés, puisque chacun doit gagner sa vie, justement. Donc l'assureur met une couche, le gérant met une couche, le distributeur met une autre couche, et on se retrouve avec un empilement de couches assez extraordinaire, et le client ne voit rien. Donc, on a vraiment besoin de faire le ménage là-dedans. Et notamment, la plateformisation est une étape importante parce qu'elle va permettre de diffuser l'information de manière beaucoup plus transparente, de pouvoir traiter certains problèmes opérationnels qui sont lourds aujourd'hui en matière on va dire de back-office sur cette partie épargne. Et donc typiquement, la plateforme que nous avons mis en place et qui a demandé des années de travail et des investissements colossaux, c'est le fait de pouvoir dire, voilà, on est sur une même plateforme technologique, on a des outils qui vont répondre aux besoins des gérants pour tenir à jour leur portefeuille, aux besoins des assureurs pour traiter de manière opérationnelle simple ces échanges avec les gérants, et puis pour les réseaux de distribution, pour qu'ils puissent avoir accès au contenu des portefeuilles, qui puissent avoir accès à des capacités de simulation de ce qui se passe dans la vie d'un client quand il investit dans un portefeuille. Et puis avec je dirais quelque chose un pas qui nous permet d'aller jusqu'au client final, puisque dans ce que nous avons fait, nous avons souhaité faire un comparateur de performance de gestion pilotée, qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et donc là, ce comparateur s'appelle mespépettespiloté.fr. Il y en a plein qui n'aiment pas le nom.
Et l'idée, c'est encore une fois d'apporter jusqu'au client une transparence complète de la manière dont ces produits sont conçus, sont tarifés et ils performent. Voilà. Et donc, comment ça peut changer ou pas leur vie. Attends, avant que tu recèdes le métro, est-ce que tu peux dire à Dina un mot sur le fait que vous avez fait un premier jet et puis vous avez modifié ce premier jet? Je pense que c'est intéressant aussi comme retour d'expérience. Oui, bien sûr, on parle beaucoup des succès, on parle peu des échecs. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons construit une première version de notre plateforme digitale en 2017. Ça nous a coûté 1,5 bras et ça a failli nous coûter la boîte. En fait, on s'était trompé. On avait construit une plateforme qui était en fait un monolithe. Ça veut dire qu'on rentre là, on fait un parcours comme ça et on sort là. Et que dès qu'on voulait faire le moindre changement de parcours, de rentrer juste là au lieu de rentrer là, ou passer à gauche au lieu de passer à droite, en fait, ça demandait 6 mois de dev. Et donc, on a mis le holà à ça. On a recommencé from scratch et on est parti sur une plateforme, bien sûr, cloud, mais qui est complètement en API, donc des tout petits morceaux de calcul. Et donc, on peut facilement construire des interfaces très diverses pour répondre à des problématiques très diverses et ensuite faire appel à des capacités de calcul qu'on utilise de manière différente selon qu'on est distributeur, asset manager, assureur ou encore client final. Donc ça, c'est voilà. Ça, c'est le côté le moins sympa de la plateformisation. Ça, dès qu'on se trompe, ça coûte très cher. Voilà. Je pense que moi, à mon niveau, je ne vais pas parler de plateforme de manière globale, mais je vais plutôt parler de technologie. C'est ça, en fait, le cœur du sujet. C'est de savoir quelle est la technologie qu'on veut mettre en place à l'œuvre finalement de ce qu'on veut faire. Et chez Lovis, on a développé, en fait, on a tous les produits, et c'est un peu comme chez vous, tous les produits qu'on a chez nous, les plateformes, les outils, bien sûr, sauf quelques-uns qui sont nécessaires, sont des outils in-house. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est pour avoir la main dessus et pouvoir changer quand on veut et ne pas dépendre d'un prestataire. Aujourd'hui, certains players de la place décident d'outsourcer des grosses parties de leur chaîne de valeur par des solutions SaaS. Nous, on a décidé de faire ça différemment pour pouvoir avoir la main dessus et de pouvoir itérer. Et ça, c'est ce qu'elle disait, c'est que nous aussi, on a développé à la création de Lovis des plateformes sous format de MVP, donc vraiment des premières versions. On s'est cassé la gueule comme tout le monde, mais c'est important et on a compris comment faire les choses. Et c'est là où c'est important, c'est de mettre au cœur de la réflexion les retours utilisateurs et de pouvoir développer des choses qui sont nécessaires dans le métier et non pas qui nous sont nécessaires à nous parce qu'on pense qu'ils sont nécessaires. On doit développer des choses qui sont importantes pour faire le métier de courtier, mais en même temps répondre à un besoin utilisateur. Donc toute une technologie pensée de bout en bout sur la plateforme de distribution, sur le back-office, sur les moyens de paiement, sur même la génération des contrats. Tout est in-house chez nous. Bien sûr, ce n'est pas facile, ça nous prend énormément de temps, mais on capitalise dans le futur parce qu'après, on ne dépend de personne et on reste quand même une boîte technologique et on a décidé d'avoir cet ADN-là. Voilà, c'est un peu notre vision des choses. Moi, juste pour témoigner d'un cas particulier, tu as parlé de paramétrique, je vais te parler d'un double effet qui se coule des plateformes. Donc comme tout nouvel entrant, vu qu'on démarre avec rien, c'est facile de démarrer sur une solution full digital. On n'a pas l'historique et les contraintes d'un acteur déjà installé. Déjà à T0, ça règle un énorme pain point de nos clients qui est celui de la simplicité, de la transparence et de la facilité du parcours client. Chez nous, comme chez pas mal de confrères qui sont sur les tables rondes aujourd'hui, en 5 minutes, un agriculteur, il a reçu son contrat contre-signant sa boîte mail. Il a passé 5 minutes sur la plateforme, alors que pour assurer une ferme, c'est quand même il y a pas mal de paramètres à rentrer quand même. Mais donc on est sur ce niveau-là, et donc là c'est un pain point énorme qu'on règle. C'est le côté que tout le monde connaît, que tout le monde voit, d'effets positifs à court terme des parcours clients digitaux et des plateformes. Nous, on expérimente aussi, on vit un effet à moyen terme, long terme sur notre développement et sur notre R&D. On a un positionnement qui est un peu singulier sur notre marché, disons, parlons du risque climatique, pas que agricole, où il n'y a vraiment que des pure players anciens ou nouveaux de l'indemnitaire, donc de l'assurance traditionnelle, et des pure players du paramétrique. Nous, on est œcuménique en la matière en disant, vu qu'on assure des toutes petites échelles comme un vignoble de 3 hectares à Cognac et des très grandes échelles comme une multinationale semencière qui va être sur 15 départements français, dans certaines situations, l'indemnitaire est préférable et dans d'autres, le paramétrique est préférable. Le paramétrique étant tout nouveau, tout chaud, tout beau,
ça manque encore souvent beaucoup de données et de recul pour paramétrer les offres. Tu peux juste préciser le paramétrique là, appliqué à ton secteur? Oui, il y a des gens plus experts que moi que j'ai vu dans les couloirs là, mais donc le paramétrique en gros c'est qu'on remplace une expertise sinistre humaine qui va dimensionner la valeur d'un sinistre par un indice que les deux parties au contrat considèrent comme étant bien corrélé au sinistre, mais c'est bien l'indice que j'assure et non pas le sinistre. Donc je vais assurer des degrés jours, je vais assurer un nombre de jours de gel à -4 si je parle de vigne, je vais assurer une vitesse de vent. Et dès le début, le contrat il a une matrice de remboursement qui dit si sur ton maïs il y a eu du vent à 120 km/h, je te paye tant. C'est déjà écrit dans le contrat. Basta, c'est fini. Évite d'avoir un expert qui vient sur place. Il n'y a pas d'expert, mais par contre, c'est pas pour autant. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, beaucoup plus transparent et prévisible. Par contre, tu peux toujours avoir un écart entre la réalité. Parce que ça se fait sur tes 120 km/h sur du maïs, il y avait un de tes assurés qui avait une haie à côté qui l'a protégé et tu l'as payé pour rien. Et il y en a un autre qui était sur un sommet et qui a perdu plus que prévu et que tu as mal couvert. Donc c'est pas non plus la panacée, ça règle plein de problèmes, mais pas tous. C'est quand même clairement l'avenir d'une partie non négligeable de notre marché. Parce que c'est des risques qui deviennent de plus en plus compliqués et coûteux à assurer, et donc le paramétrique vient apporter une super réponse à ça. Mais donc on manque souvent, parfois, de données pour aller paramétrer ces nouveaux contrats qui n'existent pas. Et donc nous, vu que tout est sur la même plateforme, et ben en fait on se sert, parce que tu parlais de data aussi Omar, on se sert des data liées à nos assurances indemnitaires, parce que nous, nos sinistres, ils sont historisés géoréférencés sur un parcellaire, sur une carte avec toutes les parcelles de France et de Navarre. Et donc quand un prestataire technologique vient nous voir avec une station météo ou un indice satellitaire en disant il est super, il est vérifié 15 fois par 15 instituts de recherche, ben nous on fait de la rétro-ingénierie sur nos données de sinistres qui sont géoréférencées pour voir si elles collent avec ce que dit l'indice satellitaire par exemple. Donc ce sujet plateforme permet aussi d'être sans investissement particulier, de pouvoir préparer l'avenir et d'avoir de la donnée qui est bien historisée, en l'occurrence géoréférencée. Si on parle des risques que nous on couvre, on a besoin de la géoréférencer. Et pour aller beaucoup plus facilement et à bien moindre coût sur la next generation qui sont les assurances paramétriques que si on démarrait de zéro avec pas de données et 5 ans de R&D sur le terrain pour vérifier si l'indice est bon. Peut-être avant que tu passes le micro, un mot sur ton incarnation de l'assurance embarquée. Ouais, alors qu'on l'appelle, enfin, je suis pas non plus l'expert de la précision des termes entre embarqué et affinitaire. Je mets tout ça un peu, vu de ma fenêtre lointaine, c'est un peu le même panier. Effectivement, nous c'est clairement notre positionnement dans le sens où on cible des acteurs qui sont pas assurés aujourd'hui. 80% de nos assurés, c'est des primo-assurés, donc des gens qui ne se couvraient pas avant de venir chez nous. Et quand tu veux toucher ces gens-là, c'est pour ça que c'est facile pour moi de dire que je ne suis pas rentré par le tarif, parce que j'arrive pas en frontal j'arrive pas chez un prospect qui a déjà une offre d'assurance qui va comparer avec la mienne. Il n'est pas assuré. Il n'a pas été convaincu par mes confrères, faut que je le convainque. Et donc le prix à ce moment-là a moins d'importance que s'il a déjà quelque chose dans les mains qu'il veut comparer. Donc c'est pour ça que c'est plus confortable pour moi aussi de dire de ne pas rentrer par le prix. Et par contre, quand tu veux toucher des non-assurés, clairement, il faut passer par des réseaux de distribution qui ont déjà le contact et déjà la relation de confiance avec ton prospect. Donc nous par exemple sur la cible agriculteur qui est une de nos cibles, on travaille avec des partenariats extrêmement puissants avec des coopératives agricoles, des négoces agricoles qui sont, si ce n'est tous les jours, toutes les semaines dans les cours de ferme, qui ont la relation de confiance, qui ont les flux administratifs et financiers déjà en place avec l'agriculteur, et donc on embarque le sujet assurantiel dans cette relation quotidienne économique entre deux acteurs qui ont déjà une relation installée. Merci. Bon, je vais aller vite, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Simplement pour dire que nous, chez Plus Simple, on n'est vraiment pas dans les buzzwords et on s'est attaqué peut-être à ce qu'il y a de moins sexy dans l'assurance. On ne fait pas d'assurance embarquée, on ne fait pas d'assurance paramétrique. Je pense pour bien comprendre ce qu'on fait, il faut voir ce que c'est aujourd'hui en 2022, la difficulté pour certaines professions à s'assurer. Et ce n'est pas un problème d'expérience client. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, quand on est pharmacien, oui, l'expérience client de n'importe quel courtier d'assurance est nulle. C'est pas digitalisé, je reçois 3000 pages de papier, je dois m'assurer auprès de 4 courtiers différents pour 4 produits différents, c'est catastrophique. Mais le vrai problème, c'est que parfois j'ai tout juste du mal à trouver mon produit. Et mon courtier, il est bien embêté parce qu'il n'y a aucun assureur qui veut lui fournir un produit pour une petite pharmacie.
Alors si je suis un grand groupe de pharmacie, c'est différent, mais si je suis une petite pharmacie indépendante, bah, peut-être que je vais passer 6 mois à m'assurer en fait. Et donc nous, c'est vraiment ça le problème qu'on résout. Donc oui, on a une expérience client qui est e-commerce, qui est digital, etc. Mais en fait, finalement, ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on amène par défaut. C'est facile, ça a été facile pour nous de le développer. Mais la vraie difficulté ensuite, elle est dans le back-office. Elle est comment est-ce que je fais le lien entre un client final qui a des documents, etc. et un assureur et parfois un réassureur qui a besoin de données propres, faciles à utiliser et qui va pouvoir les exploiter pour ensuite vraiment créer un produit qui répondra aux besoins de ce petit professionnel. Et sans la technologie, en fait, c'est ce qui empêchait le modèle économique de vraiment être florissant sur ces segments-là. Et ce que la technologie permet de résoudre, mais encore une fois, le front-end et l'expérience client, c'est vraiment que 20% de la réponse. Je vois qu'on est arrivé au bout du temps. Bah, merci à tous et bonne chance aux autres.